Le plaisir d'agir. Le podcast des gens qui s'engagent par DAF. Aujourd'hui, je suis avec Marianne Banasconi. Bonjour Marianne. Bonjour Daniel. Et tu vas nous parler de ton parcours, nous présenter ce que tu fais aujourd'hui, comment tu y es arrivé, la régénération des liens humains, la régénération du vivant. Marianne, est-ce que tu veux bien nous raconter pour commencer, qu'est-ce qu'il y a à régénérer pour toi ? Alors c'est une grande question. Pour moi, la régénération, ça passe dans un premier temps par régénérer nos liens les uns avec les autres, notre capacité à dialoguer, à s'ouvrir à la diversité des points de vue, la diversité des parcours, la diversité des gens. Ça passe aussi par la régénération de notre propre lien avec notre corps, régénérer nos muscles, régénérer notre capacité à respirer, régénérer nos façons de voir le monde. Et puis, ça permet aussi de régénérer potentiellement ce qui nous entoure, d'avoir les clés, les moyens pour être capable de voir comment faire un centre-ville qui ait plus de vie, une rivière qui coule naturellement et qui, pareil, appelle plus de vie, une forêt, etc. On passe quand même beaucoup de temps à essayer de comprendre quelles sont les histoires qu'on se raconte, nous, et qui nous empêche en fait aujourd'hui d'être capable de régénérer notre jardin pour qu'il accueille le plus de vie possible ou le champ d'à côté. Merci pour cette intro. Tu as lancé récemment un podcast qui s'appelle Les entretiens de la régénération. Quand je dis récemment, ça fait déjà plus de 2 ans, je crois. Ouais. Voilà, ça fait un petit moment déjà. Je t'interroge parce qu'on se connaît par ailleurs, on habite la même ville, Vence, et qu'on a eu l'occasion de se côtoyer ces derniers temps pour parler, ne serait-ce que de ces thématiques qu'on peut avoir en commun, de comment est-ce qu'on les met en place sur le territoire, de comment est-ce qu'on crée des connexions, des synergies pour que le mouvement grandisse et qu'il y ait plus de gens qui s'y intéressent à ces sujets-là, qui passent à l'action. Et donc ça m'intéressait beaucoup qu'on puisse découvrir tout le fruit de tes recherches et de tes aventures. Tu veux rajouter quelque chose pour te présenter ? La régénération, c'est un sujet qui m'a parlé il y a déjà quelques années. Je pense que c'était aux alentours de 2012-2013. Je suivais un auteur canadien qui s'appelle Charles Eisenstein, qui parlait de régénération. Et à l'époque, déjà, j'étais très impliquée dans cette notion de développement durable, tout en sachant qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans cette idée de développement durable. Et puis surtout, je voyais que ça n'intéressait pas grand monde. Et ça m'avait vraiment marqué de lire dans un de ses livres, qui est un très très beau livre, qui s'appelle, alors j'ai le titre en anglais, The Most Beautiful World Our Heart Knows Is Possible. C'était traduit en français, mais j'ai plus la traduction française. Si on essaye. Donc c'est le plus beau monde que notre cœur sait qui existe, en mieux dit. Ça marche. Et dedans, il disait justement, il expliquait qu'on a la capacité à faire plus, à faire mieux, et pas limiter nos impacts, et justement à ramener de la vie là où elle n'y est plus. Et il disait, mais plutôt que d'essayer de changer le monde et de faire des choses grandioses, commencez par peut-être la rivière qui est dans votre commune. Commencez par un petit bout de jardin. Commencez petit autour de vous. Parce que si chacun faisait ça, ça deviendrait un mouvement de grande ampleur. Donc c'est la première fois que j'ai été exposée à cette notion de régénération. Et ça a mis du temps à cheminer, à trouver les moyens, en tout cas personnels, pour pouvoir essayer d'avancer et d'œuvrer sur ce sujet-là. Ok, mais alors du coup, là, tu parles de 2012-2013, c'est ça ? C'était quoi ta vie à l'époque ? Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, ce message-là, il t'a parlé, il t'a attiré ? C'est une période où j'avais décidé de me lancer à mon compte et j'avais une intuition. Je m'étais dit, finalement, les grands problèmes environnementaux auxquels on est confronté aujourd'hui, il n'y a pas de solution évidente. Par contre, si on rassemble, donc un sujet que tu connais bien, si on rassemble des gens dans une pièce et qu'on fait émerger les bonnes idées et qu'on réfléchit ensemble, on va pouvoir co-construire des idées qui sont plus intelligentes que si on essaie de faire les choses tout seul. Donc j'avais lancé à la fois une entreprise qui s'appelait Estrellam et qui avait vocation à faire émerger des projets en rassemblant toutes les parties prenantes d'une thématique. Donc j'avais travaillé par exemple sur la rénovation des bâtiments pour l'ADEME, sur la réparation des objets. J'avais travaillé avec les villes de Carrosse pour faire émerger un tiers-lieu. Donc à chaque fois avec l'idée de le faire en s'appuyant sur toutes les forces vives. Donc j'étudiais ces sujets-là, sachant que juste avant, quelques années avant, j'avais fait une école de commerce en tournant autour du commerce équitable, développement durable, mais vraiment toujours dans cette quête, essayer de trouver quelque chose qui soit juste, qui ait du sens pour moi.
Et en parallèle de tout ça, en 2013, j'ai rejoint un collectif qui s'appelait WeShare, qui s'interrogeait sur l'intérêt et la portée de l'économie collaborative. Et donc j'étais à Nice la représentante locale de ce mouvement-là. Et ça faisait partie aussi de mon implication dans ce mouvement, d'essayer de détecter des façons de penser, des façons de voir le monde, des signaux faibles qui faisaient évoluer notre société. Donc, ce que j'ai entendu, c'est que tu as eu l'envie de créer des espaces où les gens se mettent ensemble pour faire des projets qui avaient du sens, qui contribuaient à un monde plus respectueux du vivant. Dans cette entreprise WeShare, à avoir un poste où tu devais aller chercher plein de nouvelles. Alors c'était un collectif. Un collectif, pas une entreprise, ok. Non, c'était un collectif. C'était quoi votre raison d'être, votre objectif avec WeShare? Alors on a toujours eu beaucoup de mal à la trouver en fait. D'ailleurs aujourd'hui WeShare n'existe plus. Mais ça a quand même duré quelques années, une dizaine d'années. Je crois que c'est ça qui a finalement raison de l'organisation. En fait, la raison d'être, c'était juste un groupe de jeunes 20-30 ans qui avaient envie de faire des choses ensemble. Mais on n'a jamais réussi à atterrir tous sur une raison d'être vraiment très spécifique. Le point de départ, c'était, il y a l'économie du pair à pair, l'économie, il y a du Blablacar et du Airbnb. C'était vraiment les débuts de ces mouvements-là. Et on avait l'impression qu'il se passait quelque chose d'important. Avant que tout ça soit récupéré de manière très capitalistique, on avait l'impression qu'il y avait une révolution qui se passait par le fait d'enlever les intermédiaires et de permettre aux gens d'entrer en relation pour créer de la valeur ensemble. Donc la raison d'être initialement, c'était de décrypter, de comprendre, d'accompagner. Donc on a organisé un grand événement qui s'appelait le WeShare Fest à Paris et qui rassemblait des personnes qui venaient parler de ce sujet-là, des ateliers. Enfin, on essaie d'être un peu à la pointe de cette thématique. Et il y avait un magazine aussi d'ailleurs avec des articles pour décrypter tout ça. Ok, je me pose la question de est-ce qu'on remonte un peu plus dans le passé ou est-ce qu'on va dans le futur? Mais je crois bien que j'ai envie, avant de revenir à aujourd'hui, d'aller voir un peu plus loin. Donc là, tu dis que tu étais entre 20 et 30 ans à cette Ouais. époque-là. Mais du coup, si on remonte un peu plus haut, quelle était finalement la première action que tu as menée dans ta vie? Alors, c'est plus en lien avec l'écologie, on va dire. Ça remonte à 92, au sommet de la Terre. Ok. Donc j'ai 9 ans. Je suis en Californie. Mon père a fait une année sabbatique dans la Silicon Valley. Il fait de la recherche sur l'entrepreneuriat. Donc je suis dans une école avec énormément d'étrangers. Dans une classe pour étrangers. Je parle pas un mot d'anglais. Donc j'ai une prof sino-américaine. Et j'apprends très très rapidement l'anglais. Le thème de l'année, c'est donc le sommet de la Terre. C'est un des thèmes de l'année. Et là, je suis vraiment très fortement marquée par le slogan qu'on devait nous répéter, qui était Save the Rainforest, sauver la forêt vierge. Et ça m'a tellement marquée, je me rappelle à l'époque, donc à 9-10 ans, j'avais écrit une petite histoire sur comment on pouvait vivre en harmonie dans la forêt, etc. Mais en fait, ça m'a toujours habité. À partir de là, j'ai jamais pu. Je me suis dit, déjà, je veux travailler avec l'étranger, je veux travailler avec des langues, et je veux faire en sorte que ce que je fais dans ma vie, ça puisse contribuer à améliorer la santé de la planète. Tu te souviens des premières idées alors pour vivre en harmonie dans la forêt que tu avais? Oui, alors je me rappelle parfaitement. J'ai perdu le texte, mais je me rappelle trop bien. C'était très autarcique, c'était vraiment un peu à la Mowgli, quoi. C'était vivre un peu dans les bois, faire du troc avec le village d'à côté. C'était ça l'inspiration du moment. Ok, et dans toutes tes recherches que tu as fait par la suite, tu as l'impression d'avoir retrouvé un peu les mêmes choses? Ou... Mais je crois, oui, je crois au troc, je crois au don. Mhm. Je crois au fait de sortir d'un système monétaire. D'ailleurs, pendant mes études d'économie à l'université, j'ai fait aussi un passage à l'université, je me rappelle, j'avais été choquée d'un prof d'économie qui disait ce qu'il y a de plus grave en économie, c'est le don. Alors j'ai été hyper choquée par cette phrase, j'étais là, c'est quoi cette histoire? Et donc maintenant, moi, je crois que l'avenir, ça va être de sortir d'une logique transactionnelle, une logique monétaire, et d'être dans le don, le contre-don, d'être dans la réciprocité, qui se rapproche d'ailleurs beaucoup de ce que peuvent vivre des peuples premiers, d'être dans cette réciprocité entre humains, mais aussi avec le monde non humain. J'ai envie de rebondir là sur ce que tu as dit, c'est prof d'économie, parce que dans le dernier épisode, j'ai interrogé Maxime Menuet, qui est donc un chercheur sur le sujet de la dette, un économiste. Et en fait, ce que j'entends dans cette phrase de ton prof à l'époque, c'est que s'il y a du don, il y a plus d'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui, il n'y a plus de dette, il n'y a plus d'écriture comptable. Donc,
en fait, il perd son job. C'est ça, Euh, exactement. et donc, si j'ouvre un peu cette optique-là, le fait de changer de façon de vivre ensemble sur Terre, ça va faire que plein de gens perdent leur job d'aujourd'hui, leur activité, leur façon dont ils ont construit leur quotidien. Et là, je me dis, bah, ça, c'est quelque chose qui a régénéré aussi. Enfin, je sais pas, est-ce que tu mettrais ce mot-là à cet endroit-là et comment est-ce qu'on peut envisager d'avoir à transformer toute la base de sa vie d'une façon. Comment est-ce qu'on peut faire ça en ayant confiance? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont aussi dans la réaction face au changement parce que il y a cette peur de lâcher tout ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que ça m'évoque? Bah, énormément de choses, là, tu as abordé beaucoup. Je pense que régénérer, ça veut dire, par rapport à notre mode de vie aujourd'hui, ça paraît plus complexe. Dans le sens où ce que la société nous apporte actuellement, c'est du confort et de la simplicité. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'aller acheter une baguette avec de l'argent, plutôt que de se poser la question, si je vais voir la boulangère et que je lui demande du pain, qu'est-ce que je vais lui rendre plus tard ou comment est-ce que je vais garder cette relation vivante avec la boulangère. Ça implique de réfléchir dans la durée, de cultiver du lien avec les gens et de se dire, se poser la question aussi, bah, si je ne donne pas de l'argent à cette boulangère, où est-ce qu'elle va chercher cette farine? Donc en fait, ça implique un écosystème local de réciprocité, de liens forts, de relations. Donc c'est pas pour demain. Clairement, aujourd'hui, on n'a pas du tout l'infrastructure et la capacité de faire ça. Ça décide de relocaliser énormément de savoir-faire, de matériaux, de choses qu'on a complètement oubliées ou de choses qu'on a besoin d'inventer. Donc pour moi, c'est un futur intéressant, un futur possible, hyper excitant, intéressant, parce que plus doux, plus lent, plus dans la relation. Ça me fait penser à une anecdote. J'ai une tante qui est corse, d'un petit village, et qui disait, et dans son village, en fait, avant la voiture, les gens s'entraidaient énormément. À chaque fois qu'ils devaient aller à la ville, ils devaient forcément bien s'entendre parce qu'il fallait compter sur les uns les autres pour aller à la ville, pour y aller à dos de mulet ou je ne sais quoi. Ou alors avec l'unique voiture ou la charrette qui avant, était avant partagé. ça, voilà. Et à partir du moment où ils ont fait une route et qu'ils ont eu tous des voitures, bah, plus personne ne s'est parlé dans le village. Et l'âme du village s'est éteinte. Et en fait, quelque part, ce confort, cette simplicité, ça a éteint l'âme de la planète. On n'a plus besoin de relations. Avec l'argent, on peut tout avoir, tout obtenir, Amazon, etc. On peut rester derrière son bureau chez soi, dans son salon, et tout obtenir sans se donner la peine de créer du lien avec qui que ce soit. Donc, oui, ça peut vouloir faire peur, et en même temps, c'est quelque chose, un monde dans lequel on est moins seul, on est plus en lien avec les autres. Et là, ça me fait penser à une autre anecdote. Mhm. J'ai un ami camerounais qui me dit, et qui habite maintenant en France depuis une vingtaine d'années, et qui dit mais je comprends pourquoi vous, les Européens, vous êtes autant individualistes. Parce que nous, au Cameroun, il n'y a aucune intimité, tout se sait, on est tout le temps avec du monde, on est tout le temps en train de s'entraider. Tout l'argent qu'il gagne, ben, il renvoie la plus grande partie dans son village. Et donc, il n'y a pas de vie intime, il n'y a pas de vie individuelle. Donc, il dit, moi, je comprends pourquoi vous avez fait ça, vous les Européens. Et en même temps, qu'est-ce que c'est triste? Parce que qu'est-ce que vous Ouais. êtes seuls? Ouais. Donc, ça peut faire peur de se dire, je vais être tout le temps en relation. Mais en même temps, comme on a exploré les deux extrêmes, puisque nous aussi, il fut un temps, on était dans une logique de communauté, on a peut-être la possibilité d'inventer un intermédiaire. Ouais, là en t'écoutant, je me rends compte aussi que le sentiment de solitude, peut-être qu'il n'est pas très conscientisé dans la société. Parce qu'on a toujours une télé qui parle, la radio qui est pas loin. Quand on va faire ses courses, bah, il y a quand même des humains qui sont autour de nous. On leur dit peut-être que bonjour, c'est combien, merci, au revoir. Mais finalement, c'est comme si le sentiment de solitude, il était plus profond que juste ce qu'on peut observer. Parce qu'il y a des interactions, il y en a quand même pas mal, mais ce que j'entends, c'est que dans ces relations que tu as décrites au Cameroun ou en Corse, c'est des relations plus profondes où il y a une forme de nécessité d'être en lien, de mieux comprendre l'autre, d'accepter aussi peut-être de plus s'exposer, d'être plus vulnérable et d'être dans une relation plus réelle que superficielle. Parce que là, aujourd'hui, les relations qu'on vit, nous, en Occident, elles sont plus de l'ordre de la superficialité et plein de gens doivent se sentir ultra connecté avec plein de gens parce que je peux envoyer 10 messages WhatsApp ou Signal en 30 secondes. Mais en même temps, c'est vrai que ça remplit peut-être pas les tripes, quoi.
Et c'est peut-être pas pour rien qu'on est des grands consommateurs d'antidépresseurs. Ouais, bah, je sais pas encore. Oh, je dis on au sens général de la population française qui je pense, est le pays le plus consommateur d'antidépresseurs. Ouais, moi je crois que pour le stress, pour l'instant, c'est chips et cacahuètes. Et là, tu me proposes des figues et des noisettes. T'as bien Voilà, caché ton jeu. j'ai bien caché mon jeu, j'ai déjà tout fini. Il n'y a plus de stock. Tu participes à ce sommet en tant qu'enfant, si je comprends Non, bien. non, non, je participe via le projet de l'école. Ouais, bah, Donc, je suis pas allée à Rio à 9 ans. Je reformule, j'étais dans ma petite classe ok, avec plein d'étrangers du monde entier en Californie, à côté de San Francisco. Et on avait comme thématique pédagogique dans l'année le sommet de la Terre à Rio. ok. Et une des casquettes que tu as aussi, c'est les casquettes de facilitatrice, et donc d'accompagnatrice en intelligence collective et en gouvernance partagée. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté vers ça plus tard? Si ton point de départ c'était plus écologie, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah ben tiens, si on va mettre ces gens autour d'une table, ça va être intéressant. Alors là, pareil, il y a vraiment eu un déclic qui s'est fait en plusieurs étapes. À un moment donné, j'ai été salariée. Donc, j'habitais en Chine. Je suis partie en Chine à la fin de mes études, par grande curiosité culturelle. Et je reviens, je fais un master en développement durable à Schema. Et un premier job, c'est une start-up pour aider les entreprises à réduire leur consommation d'énergie. Et dans le cadre de cette start-up, je suis formée avec un formateur qui aide les commerciaux et qui parle de co-créer. Co-créer avec, en gros, vendre en co-créant avec son client. Et c'est un mot qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup parlé. La start-up se casse la figure comme la plupart des start-up. Là, flottement, je retourne en Chine. Je suis à la terrasse d'un café en Chine. Et je sais pas, ça me tombe dessus. Je me dis, co-créer, co-construire, c'est exactement ce que je veux faire. Je veux rassembler les gens. Parce que c'est la puissance de la diversité des potentiels, la diversité de l'intelligence des gens. Si on les rassemble, c'est ça qui va faire émerger des solutions. Donc c'est un peu ce que je disais au début. Je me suis dit, moi, j'ai envie de trouver des solutions, mais je n'ai pas la capacité toute seule. Par contre, si j'arrive à rassembler les gens, ben, il va se passer quelque chose. Donc je suis partie comme ça. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup d'intelligence collective. En tout cas, moi, je n'en entendais pas beaucoup parler. C'était quelque chose que j'ai appris aussi beaucoup via WeShare, le collectif, où justement on expérimentait énormément tout ce qui était intelligence collective entre nous. On fonctionnait beaucoup comme ça. Et donc j'ai lancé ma société en mode exploration et au culot. Et donc je me suis formée beaucoup via la pratique au sein de WeShare. Et après j'ai pu animer des ateliers via ma structure. Alors, quand tu dis tu as créé ta structure, c'était quoi du coup l'idée de cette structure Alors c'était faire émerger des solutions durables via l'intelligence collective. Ok, Donc c'est comme ça, les gros projets que j'ai pu faire, c'est avec la ville de Carrosse sur l'émergence d'un tiers-lieu, ou c'est sur l'ADEME pour les faire réfléchir à comment améliorer l'auto-rénovation et l'auto-réparation. alors là je suis trop curieux. Comment est-ce que toi Marianne qui a cette idée et qui décide de créer ta boîte autour de ça, tu arrives à travailler avec des structures aussi, des structures institutionnelles, enfin, grosses, anciennes, qui peut-être oseraient moins aller vers des personnes néophytes peut-être, ou je sais pas, nouvelles en tout cas dans un secteur. Qu'est-ce qui a fait que Bah, tu as réussi? c'est toujours le hasard des rencontres. Ok, C'est toujours par les rencontres en fait. Et dans un cas, c'est par un ami québécois, niço-québécois, qui était très en lien avec le maire de Carrosse de l'époque. Et dans l'autre cas, c'était. J'essaie de me rappeler toute l'histoire, mais en fait, à un moment donné du parcours, j'ai eu la possibilité de faire un coworking dans les locaux de l'ADEME à Sophia Antipolis, ok. parce qu'ils avaient besoin de réduire enfin, d'augmenter le nombre de personnes par mètre carré pour rentabiliser les murs, parce qu'ils se retrouvaient avec un endroit beaucoup trop grand. D'accord. Et donc, via des rencontres aussi, ma structure a chapeauté un coworking au sein de l'ADEME où j'allais travailler tous les jours, où j'ai rencontré des agents de l'ADEME et petit à petit, c'est comme ça que ça s'est passé.
Et ce qui a favorisé ça aussi, donc quand je dis j'ai lancé ma structure, on était un petit collectif de quatre femmes, et une des femmes que j'avais rencontrées elle-même avait été formée à la gouvernance collaborative par Bernard, le nom de Chiquet, non. Bref, à l'époque, c'était un peu le monsieur gouvernance collaborative de l'époque, donc elle a été formée par lui. Et, et donc, c'est elle qui portait cette casquette-là dans le collectif. Elle a mis en place un modèle type holacratie. Donc, on a fonctionné pendant plusieurs années entre nous sur la base de l'holacratie. Donc, c'est aussi dans cette structure-là, à la fois que j'ai expérimenté et pratiqué l'intelligence collective et la gouvernance collaborative. Ok. Donc, c'est la première fois qu'on entend le mot holacratie dans ce podcast. Faut des sous-titres. On va peut-être pas le définir entièrement, mais peut-être que si ça te dit de dire en deux, trois concepts phares, clés, ou des choses qui t'ont le plus marqué peut-être dans cette façon de partager le pouvoir pour que les gens puissent juste avoir une bribe, et je mettrai un lien sous le podcast pour qu'on puisse aller explorer davantage ce que c'est. Alors, en tout cas, l'intérêt que je voyais, c'était de réfléchir en termes d'organisation comme d'un être vivant, avec des membranes, avec vraiment une raison d'être comme point de départ, et des personnes qui sont au service de cette raison d'être. À la différence d'une boîte classique où c'est comment? Où la raison d'être n'est pas forcément toujours très claire, ça part souvent plutôt d'un besoin, d'un produit qui répond à un besoin et d'une rentabilité, etc. Là, on a une raison d'être qui peut évoluer, on est au service de cette raison d'être, et on va observer, on va passer du contrôle au ressenti pour voir qu'est-ce qui se manifeste au sein de ce collectif qu'on est en train de créer, quelle est la raison d'être qui émerge, et comment on peut s'organiser entre nous pour nourrir cette raison d'être. Donc je pense que c'est une démarche assez différente, plutôt que de vouloir contrôler. Il y a une opportunité business, je développe un produit qui va répondre à un besoin, les gens vont acheter, j'ai mon business model, mon business plan, etc. On va vers un objectif dans un premier cas, et dans le deuxième cas de l'holacratie, c'est plutôt on ne sait pas trop où on va, on avance, on nourrit quelque part notre organisation, en faisant en sorte que chacun ait des rôles et des responsabilités qui soient clairs, grande capacité d'autonomie, tant qu'on sert la raison d'être collective et la raison d'être de sa membrane ou son domaine de responsabilité. Donc c'est un modèle de gouvernance qui se veut partagé, collaboratif. Comment est-ce que les décisions stratégiques de développement elles se prennent dans ce cas-là, dans le cas de l'holacratie, ou dans le schéma classique, ça va être le patron, la patronne qui va dire on fait ça et tout le monde se met en mode de marche, ou un conseil d'administration. Comment est-ce que ça se passe pour que vous quatre, vous ayez pu être inclus dans le process de créer une stratégie ensemble, etc. Alors on s'appuie sur le modèle de gestion par consentement, et l'idée c'était à chaque fois je ne vais pas détailler tout le processus, mais en gros l'idée c'est de proposer, clarifier, réagir éventuellement, et objecter ou non à ce que soit mis en place l'idée. Donc on fonctionnait comme ça, et après au niveau de la stratégie, on avait la personne qui portait cette technique avait fait un peu évoluer l'holacratie, il me semble. C'était pas 100% la méthodologie, la constitution de l'holacratie à l'origine. En tout cas, l'idée, c'était d'affiner son regard, d'observer les signaux faibles, de les noter. Et tous les 6 mois, on reprenait tous les signaux faibles qu'on avait notés, et on en faisait émerger des constats. C'est quoi par exemple un signal faible? Un signal faible, ça peut être par exemple j'ai été sollicitée par telle personne pour aller m'exprimer. Ben voilà, par exemple, j'ai été sollicitée pour aller parler aux rencontres de l'économie régénérative à Lyon cette semaine. Donc Okay. ça, c'est un signal. Donc je note. J'ai été sollicitée pour faire des ateliers pour les classes de CM1 à CM2 avance. J'observe qu'il y a de plus en plus de fresques, par exemple. Voilà, c'est des choses qui me viennent. Enfin, c'était pas les choses de l'époque parce que je me rappelle plus. Mais en gros, c'est répertorier tous ces signaux qui nous semblent anodins sur le moment. Et pendant 6 mois, régulièrement noter des choses qui nous concernent nous, ou qui peuvent concerner la réglementation, l'environnement plus global.
Et ensuite, on récupérait toutes ces infos-là et on faisait un peu un diagramme d'affinité, comme on dit en intelligence collective. On essayait de voir quelles les idées se regroupaient, qu'est-ce qui en émergeait, qu'est-ce qu'on pouvait observer de manière plus méta. Mhm. Et à partir de là, on arrivait à une stratégie, à des caps, une stratégie, des actions à mener. Ok. C'était assez intéressant. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a il y a moins la notion de c'est le cerveau qui va imaginer vers où on va, mais plutôt on ressent, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout ce qui se manifeste en, en travaillant autour des projets qui existent déjà. Et puis ensuite, ça va naturellement découler sur des nouvelles choses, c'est ça? Exactement. C'est plus insuffler, on va dire, de la vie dans ce qui est déjà en train de se manifester et le faire aller plus loin. Ok. Donc et justement, c'est vraiment une déconnexion du mental. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pense des objectifs SMART? Est-ce que ça a Euh, encore sa place ou pas du tout? non. Bah, alors après, on y met ce qu'on veut. Je m'en rappelle plus exactement à l'époque comment on faisait, mais en tout cas, le mois d'aujourd'hui, euh, ben là, je ne m'intéresse pas du tout dans mon contexte à moi. Après, dans certains contextes, c'est hyper important d'avoir des objectifs SMART. Tu fais tourner une usine, si tu n'as pas d'objectif SMART, tu vas avoir un problème à la fin du mois ou à la fin du trimestre. Ça dépend de nos sujets, mais en tout cas, dans mon activité, on va dire aujourd'hui, où comme toi, je crée des contenus, j'ai un podcast où je m'intéresse à l'émergence de la régénération, où j'anime des ateliers. Bah, je n'ai plus aucun besoin, je n'ai pas besoin d'avoir des objectifs SMART. Hmm. Les objectifs, en tout cas la mesure, l'évaluation va se situer de manière beaucoup plus qualitative que quantitative. Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que j'ai envie de faire ce projet? Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est aligné avec ce qui m'anime en ce moment? C'est plutôt ça qui va être mon moteur. Hmm. Et donc l'évaluation de tes signaux faibles de tous les jours. Bah, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. On fera une dernière partie sur le podcast que tu as créé depuis 2 ans. Mais avant Mhm. d'arriver à ça, j'aimerais que tu nous parles peut-être quelques instants des jobs que tu as pu faire auprès de grosses structures. Qu'est-ce que tu as pu apprendre auprès de grosses structures à mener les projets que tu voulais, à transformer des choses? C'était au service de ce que tu voulais faire. Est-ce que tu as réussi à, à y trouver ton compte? Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, oui, très bien. Euh, En fait, si on revient un petit cran en arrière, en 2013, je lance ma structure Estrelab. Ça dure à peu près 4 ans. Et, euh, et ça finit pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est des problèmes relationnels avec les autres personnes. Et c'est un grand coup de déception. Parce qu'en fait, je croyais vraiment au pouvoir du collectif, le pouvoir de faire ensemble, de co-construire, etc. etc. Et là, je me retrouve vraiment en conflit, dont avec une personne, un conflit qui va un peu loin. Donc, et là, je me dis, bon, clairement, je peux pas tout mettre sur le dos de cette personne. J'ai ma part de responsabilité. Et je me suis dit, mais quelque part, il me manque des clés pour pouvoir avoir des relations saines. Et le hasard faisant bien les choses, j'ai mon mari qui me parle d'un livre qu'il a lu il y a très longtemps qui s'appelle Comment se faire des amis. Il dit, tu verras, c'est vraiment un livre sur comment améliorer ses relations avec les autres. Je lis le livre, je me dis, bah, tiens, ouais, ça me parle énormément. C'est des 30 principes de relations humaines. Effectivement, j'ai de quoi apprendre. Je pars de loin. Je me retrouve à faire une formation donc, via cette structure, ce centre de formation qui s'appelle Dale Carnegie. Donc, c'est Monsieur Carnegie qui avait écrit ce livre dans les années 30. De fil en aiguille, je me retrouve à arrêter toute ma structure Estrelab. Je la mets en sommeil. J'ai un enfant aussi à peu près au même moment, donc ça accélère un peu le processus. Et là, je me retrouve à être formatrice. Je fais un petit raccourci, formatrice pour la société Dale Carnegie. Et je me mets à enseigner comment on peut améliorer ses relations humaines. Donc on dit souvent, c'est pas un hasard les métiers Mhm. qu'on fait, on est souvent les premiers concernés. Donc moi, clairement, j'y suis arrivée parce que j'en avais besoin. J'ai pris goût et je me suis mise à être formatrice sur le leadership, la communication, la confiance en soi, la prise de parole en public. Tous des sujets sur lesquels je partais très très loin. Donc ça fait 6 ans que je fais ça et avec cette entreprise, donc j'ai pu travailler pour des multinationales dans différentes langues, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et pour répondre à ta question, bah, c'est un chapitre qui m'a énormément appris et qui m'a amené une brique très très importante pour pouvoir régénérer. C'est déjà mieux se connaître,
mieux comprendre les autres et mieux être capable de dialoguer avec les autres. À chaque fois que je suis intervenue dans ces grosses entreprises, je n'ai jamais parlé d'écologie, de régénération, c'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est simplement comment aider les gens à avoir plus de confiance en eux, à mieux manager, à avoir un leadership plus inspirant et plus au service des autres. Donc ça me parlait à ce niveau-là, mais c'était une activité à côté, ou en tout cas c'était une parenthèse très importante dans ma carrière, je me rends compte maintenant, pour pouvoir être capable de passer à autre chose. Donc là, tu décris plutôt tout ce que ça a fait comme il a fait sur toi, finalement. Alors sur les autres, je suis... Enfin, comment dire, quand on voit mes évaluations de formatrice, c'était quand même bien. Ouais. Donc je sais que j'ai eu de l'impact sur les gens, mais donc les formations que je faisais, c'est du coaching collectif avec l'objectif d'aider chacun à atteindre ses propres objectifs, d'être plus à l'aise, etc. Donc c'est pas des projets en interne, c'est plutôt des boîtes qui font appel à Dale Carnegie pour pouvoir aider ses équipes à être plus performants, plus productifs, à avoir mieux géré les conflits, etc. Mais donc, je suis un peu arrivée au bout de mon envie de participer à ce genre d'économie. En tout cas, ça me parle bien, cette idée de faire quelque chose parce qu'on en a soi-même besoin. Ça m'est arrivé souvent. Du coup, ça fait... Là, tu es encore à Dale Carnegie aujourd'hui, tu as fait le choix d'arrêter dans pas longtemps. Ça fait 2 ans que tu as créé le podcast. Est-ce que ce podcast est venu finalement un peu répondre à ce que tu pouvais pas faire à cet endroit-là? Ou pour toi, c'est deux dynamiques totalement différentes? À un moment donné, c'est devenu presque vital pour moi de faire ce qui m'animait vraiment. Et j'ai pas encore tout à fait le recul. Alors, tout à l'heure, je parlais vraiment de déclic très précis où je me rappelle exactement. Là, je sais plus exactement quel a été le déclic du podcast, j'avoue. Ok. Mais en tout cas, à un moment donné, je me suis dit, ok, je fais Dale Carnegie, j'adore, là, c'est une méthode qui fonctionne très bien, ça me plaît. Et en même temps, je suis en train de vraiment d'oublier ma vocation initiale, qui est tout ce qui est écologie, régénération, développement durable, etc., tout ce dont on a parlé. Et je me suis dit, il faut absolument, enfin, parenthèse, je suis en freelance chez Dale Carnegie. Et je me suis dit, il faut absolument que je reprenne le lien avec ce qui m'anime réellement. Et à un moment donné, alors toujours mon mari, tiens d'ailleurs, je pense que c'est venu de là aussi, il me dit, mais tiens, il faut que tu ailles voir, il y a une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth, qui a écrit un livre qui s'appelle Donut Economics. Je suis sûre que ça va t'intéresser. Il y a le plancher social, le plafond environnemental. Regarde ça. Il m'a dit ça pendant quelques temps. Et au bout d'un moment, je suis tombée dedans. Mais je suis vraiment tombée dedans. Donc, j'ai commencé à vraiment aller en profondeur sur le donut. J'ai commencé à animer des ateliers donut avec un nouveau format qui venait juste de sortir pour les entreprises. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bah, tiens, je vais diffuser cette méthode qui est hyper intéressante dont je pourrais parler dans un autre podcast parce que ça va être trop long. Carrément. Et donc, je me suis dit, je vais le diffuser. Donc, j'ai fait un premier épisode, entre guillemets, où je présente la méthode du donut. Et en même temps, je me suis dit, mais en fait, m'intéresser à cette méthode, ça me pose plein de questions sur comment on met en place, essayer de comprendre comment on peut vraiment rentrer dans ce donut-là, tout ce que ça implique de notre rapport au vivant. Donc, j'ai interviewé un gars qui faisait du design en lien avec le vivant. Après, je suis partie sur l'animisme, sur le taoïsme pour explorer plus largement. Donc, je vais pas faire tout l'historique de mon podcast, mais c'est parti de l'envie d'aller plus loin en tirant le fil du donut. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé le podcast il y a 2 ans et demi, je crois, en 2022 ou 2023. Je sais plus. 2 ans, 2023. 2023, merci. Donc, le donut aussi, il y aura un petit lien en dessous. Et puis, vous pourrez commencer à regarder, mais on pourrait effectivement faire une discussion entière sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce podcast? Quels sont les plus grands wow, les plus grands, je ne sais pas, les plus grandes choses que t'a apporté ce podcast en termes de connaissances ou de vécu? Déjà, le plus grand wow, c'est que je me dis, quand on demande aux gens, les gens disent oui. Donc, il y a 1 an et demi, j'ai demandé à Olivier Hamon une interview, alors qu'en plus, j'avais pas beaucoup d'épisodes à l'époque. Il a dit oui. J'ai demandé à Maxime de Rostolan, qui est un entrepreneur relativement connu, il a dit oui.
Donc déjà, premier waouh, c'est quand on demande aux gens s'ils veulent bien répondre à nos questions, la plupart du temps, ils disent oui. Et ça, c'est vraiment génial, même quand on fait que débuter, quoi. Après, un autre... Pardon. C'est la noisette. Elle remonte maintenant la noisette. Euh, Après, d'autres choses très marquantes, il y en a qui me viennent à l'esprit, mais c'est les plus récents. En fait, je peux traiter tous les sujets qui m'intéressent moi. En fait, hyper égoïste quelque part comme approche. C'est-à-dire que je peux raccrocher tout à la régénération. C'est très, 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 très large. Et par exemple, je suis allée interviewer une femme qui a écrit un livre, une anthropologue qui a vécu 25 ans en Chine. On a vécu un peu des vies parallèles à 24, pas du tout à la même période, mais à 24 ans, toutes les deux, on s'est retrouvés en Chine, à 20 ans d'écart. Et donc, pareil, j'ai contacté et j'ai fait un entretien avec elle sur son sujet qui était la montagne des morts. Okay. Une montagne avec tous les rites autour de la mort en Chine. Et pour moi, ça, c'est aussi la régénération, d'envisager le rapport à l'invisible. Et donc, j'ai adoré l'entretien avec cette personne. C'était d'une profondeur et l'anthropologie, c'est quelque chose qui me parle énormément. Après, j'ai interviewé un philosophe aussi il n'y a pas très longtemps qui parle des origines de la violence, qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge de l'émeute, et qui parle d'ailleurs des gilets jaunes, ça devrait t'intéresser, et qui parle aussi de pourquoi parfois la violence est intéressante et comment la violence, quelque part, nous distingue du monde animal, où la cruauté n'existe pas. Donc parfois, j'ai des entretiens où vraiment, j'en ressors avec un nouveau savoir. Et donc là, j'en cite que 2, mais il y a plein d'entretiens où ça me permet vraiment de voir le monde différemment. Donc après, je suis consciente que je pars... j'ai vraiment un sujet hyper large et je conçois je pense pas qu'il y ait des gens qui écoutent tout ce que je fais parce que c'est des périmètres tellement variés que je pense qu'il faut avoir un champ de curiosité très vaste. Mais en tout cas, moi, je me régale là-dedans, sur cette diversité-là, d'aller chercher autant des Vensois comme moi que des gens qui n'ont rien à voir avec ici, mais qui vont avoir un regard ou une pratique qui me paraît hyper intéressante. Oui, parce que du coup, tu viens de lancer ta rubrique portrait devant soi et alentour. Voilà, alors c'est un peu triché dans le sens où j'avais déjà interviewé des Vensois, j'ai juste mis une étiquette, j'ai rajouté une étiquette dans laquelle je range tous les Vensois que j'interviens. Et du coup, c'est quoi l'intention derrière? Parce que si tu le mets en avant, c'est qu'il y a une envie, un élan derrière le fait de mettre en avant plus des gens d'un territoire. Bah, ça revient un peu à ce que je disais sur cet auteur canadien, Charles Eisenstein, qui dit ben, commencez par chez vous. Et je me rends compte à quel point c'est évident en fait. Et aujourd'hui, j'interviens dans les classes de CM1 et CM2 sur la fresque du climat ou sur le donut. Avance. Et j'ai envie aussi de montrer qu'Avance, il y a des gens qui ont des parcours, qui ont des visions, qui travaillent sur des sujets qui sont pour moi du domaine de la régénération, même si eux ne le présentent pas comme ça. Et donc j'ai envie de mettre en lumière tous ces talents, ces forces, toutes ces personnes qui ne sont pas forcément visibles pour les Vensois, mais qui sont à Vence ou à côté. Hein. Parfois, j'interviewe des personnes à la Colle, à Nice. On accepte, on accepte. J'ai quand même mis portrait de Vensois et autres azuréens. Ouais. Mais voilà, l'idée, c'est d'ancrer localement aussi ma démarche. T'as envie de rajouter quelque chose sur ce podcast pour que les gens ils cliquent sur le lien là tout de suite pour aller voir un épisode? Je pense que j'en ai déjà pas mal parlé. Après, comme je dis tout à l'heure, j'ai pas d'objectif SMART. C'est-à-dire que j'ai pas d'objectif de clics, de vues, d'abonnés, etc. Ça m'intéresse pas. Alors, je regarde quand même par curiosité. C'est partie des signaux faibles. Mais mon critère, c'est vraiment de me nourrir. Et en fait, apparemment, je suis pas quand je me nourris moi, ça nourrit d'autres. Donc, c'est là. Ça s'appelle les entretiens de la régénération. C'est sur YouTube et les plateformes de podcast. Et en tout cas, si ça résonne, c'est accessible à tous. Et d'ici quelques semaines, il y aura aussi Daniel. On échangera les rôles qui viendra parler aussi de ses initiatives. Yes. Donc, pareil, les liens sont en dessous de ce podcast. Si vous avez l'élan, allez découvrir le travail de Marianne. Moi, j'en ai écouté pour l'instant peut-être 5 ou 6. T'en as fait combien maintenant? 40, 50? Ouais, 40, je crois. Voilà. Et à chaque fois, c'est une belle découverte de gens que je connais pas pour la plupart. Donc, c'est très chouette.
Et, et puis voilà, ben, on arrive à la fin tranquillement de ce podcast. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi, d'en connaître plus aussi sur ton parcours. C'est un peu ça le but dans le podcast que je propose, c'est aussi de revenir vraiment sur ce parcours un peu plus je dirais, historique de chaque personne qui s'engage à un moment donné dans sa vie pour comprendre l'évolution et qu'on puisse se nourrir et puis se sentir peut-être moins seul aussi en tant que personne engagée, de comprendre ce qui nous a traversé et comment on a pu faire face, composer avec tous ces différents éléments. Et j'ai bien envie, enfin ma petite question de fin de podcast, c'est par rapport à ton sujet à toi qui est donc la régénération. Si des gens voulaient passer à l'action tout de suite sur ce sujet-là, ce serait quoi une petite action qu'ils pourraient faire pour démarrer? Se renseigner. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de contenu sur la régénération et essayer de comprendre ce que c'est. Euh, Se poser la question de agir à quelle échelle. Est-ce que c'est agir à l'échelle, à son échelle à soi, à l'échelle de son jardin, à l'échelle de ses relations aux autres? Est-ce que c'est agir à l'échelle des histoires aussi, des récits qui nous intéressent? Est-ce que c'est aller voir des récits de régénération plutôt que des récits de consommation? Est-ce que c'est de s'investir à une échelle professionnelle, associative? Donc c'est déjà se poser ces questions-là et puis me contacter, pourquoi pas, pour en parler. Et observer les signaux Faible. qui se manifestent en se posant ces questions. Exactement. Super. Ben écoute, merci beaucoup Marianne. Merci à toi. Merci à vous toutes et tous qui avez écouté ce podcast, cet entretien. Donc, si vous souhaitez soutenir ce travail, vous pouvez le faire en vous abonnant certes, mais aussi en contribuant sur la page Tipeee. Vous avez le lien en dessous. Mon but, c'est de faire des podcasts où je parle seul, où j'interroge des gens, et puis aussi où je mets plusieurs personnes autour de la table pour réfléchir à un sujet et essayer de croiser les regards pour faire émerger des choses nouvelles. Donc, vivre cette intelligence collective. Et on verra, hein, je pense. On se réentendra un jour. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. À bientôt.